peut parler des normes si tu veux. Ouais. Les normes européennes, typiquement, c'est le truc qu'on entend toujours dans les médias. Oui, les normes, l'Europe, etc. Mais pareil, je trouvais que c'était pas très concret. Je comprenais pas trop. Je me suis intéressé à certaines de ces normes et notamment la norme sur la salmonelle. Donc la salmonelle, c'est une bactérie qui est potentiellement dangereuse pour la santé, notamment pour les personnes à risque, les femmes enceintes, les enfants en bas âge, etc. Les normes pour encadrer la salmonelle, en fait, j'ai découvert qu'elles étaient totalement hors sol et qu'en fait, elles déciment les élevages plein air et bio. Je vais te raconter une histoire, l'histoire d'Émilie. 32 ans, Émilie se lance dans un élevage de poules pondeuses bio, donc vraiment le petit élevage chéri des Français, quoi. Elle investit 200 000 euros. Elle reçoit ses animaux. Elle commence à les élever, et là, au bout de 2 semaines, il y a un contrôle de la DDPP, donc en gros, c'est les services de l'État qui font les contrôles, etc. Et ils repèrent la présence d'une bactérie salmonelle dans son élevage. Et ils lui disent, vous ne pouvez plus commercialiser vos œufs. Ils ne lui disent pas, il faut abattre vos poules. Parce que dans ce cas-là, c'est un abattage préventif et l'État doit indemniser. Donc c'est plus vicieux de dire vous ne pouvez pas commercialiser vos œufs. Si vous ne pouvez pas vendre votre produit, vous n'avez pas de rentrée d'argent, vous ne pouvez plus nourrir vos animaux. Donc la réalité, c'est qu'il faut se débarrasser de ces poules. Ces animaux n'avaient même pas encore pondu un œuf, qu'elle doit déjà tout abandonner, repartir à zéro. Donc elle fait des analyses, des contre-analyses, qui montrent, à l'inverse, qu'il n'y a pas de bactéries salmonelles dans son élevage. Sauf que depuis 2018, la norme européenne qui concerne les salmonelles ne prend plus en compte ces contre-analyses. Tu peux faire autant de contre-analyses que tu veux. Si à la première fois on a trouvé une salmonelle qui peut être soit dans les fientes, mais qui peut être sur le mur dans un coin du bâtiment plein air, la salmonelle est une bactérie présente dans l'environnement, c'est pas si surprenant qu'elle puisse se glisser sur un mur. Et si on découvre la moindre présence de salmonelle, c'est fini. Donc, elle se rend à l'évidence, elle appelle des abattoirs en disant bah voilà, il faut que je fasse abattre mes poules. Et les abattoirs du secteur lui disent t'as combien de poules? 1500? Ouais, ça nous intéresse pas, c'est compliqué. Nous, on a des normes sanitaires. Si c'est un lot lié à salmonelle, c'est compliqué pour nous, on ne te les prend pas. Et donc là, elle se retrouve avec 1500 poules qu'elle doit abattre et il n'y a pas d'abattoir. Qu'est-ce qu'elle a dû faire, Émilie? Elle a dû les tuer à main nue. Elle a dû les tuer à main nue avec l'aide de son vétérinaire et de quelques proches. Donc son vétérinaire lui recommande de prendre une pince qui permet par un courant électrique d'assommer les animaux puis de leur casser la clavicule. Mais en fait, c'est un supplice parce que chaque poule se débat pendant 10 secondes. Émilie, elle les tient dans ses bras. Elle vient de commencer sa vie d'éleveuse, elle se retrouve à faire ça. C'est insupportable pour elle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait à la main. Bon, ça dure qu'une seconde. Et ils ont dû abattre comme ça ces 1500 poules alors qu'elle n'avait même pas commencé sa production. Et ensuite, elle doit désinfecter son bâtiment à la soude caustique. Elle s'en brûle les pieds. Et là, soit tu abandonnes, soit tu continues. Elle a décidé de réemprunter et de faire un nouveau cheptel. Et maintenant, à chaque contrôle salmonelle, qui ont lieu du coup 15 jours après la mise en place, puis toutes les 6 semaines, il me semble, 6 ou 8 semaines, excuse-moi pour l'imprécision, elle me dit, elle dort plus la nuit. Ça a contaminé ses filles qui font des insomnies en me disant est-ce que tes poules sont malades, maman? Elle estime qu'elle a une épée de Damoclès parce que ce que m'ont confié Émilie, c'est pas un cas isolé, une quinzaine d'éleveurs cités dans mon livre et depuis la sortie, une autre dizaine m'a contacté. Ils ont une épée de Damoclès. La salmonelle, on peut la trouver ou pas. C'est un peu jouer à la roulette russe. Si tu as la moindre poussière sur un des bâtiments, tout ton lot est condamné, y compris tes autres poulaillers qui peuvent être à 20 mètres du premier, tout est condamné. Okay. Et alors, que deviennent ces poules dangereuses pour la santé et ces œufs? On les consomme quand même. C'est ça qui est fou, en fait. C'est ça qui est fou, parce que les poulets, je t'ai dit qu'ils partaient à l'abattoir, on ne les jette pas à la poubelle ensuite, hein. Ça finit dans les croquettes pour animaux. Paraîtrait-il que ça a fini même dans certains nuggets. Ça, c'est un abatteur qui l'a dit à une de mes sources. Non, mais voilà, attention, je te le dis. Bruit de couloir, c'est quoi? Exactement. C'est un abatteur. Donc, si c'est un bruit de couloir, on ne veut pas l'entendre. Ok, d'accord. C'est un bruit de couloir, j'en dirai pas plus. Croquettes pour animaux, c'est sûr et certain. Les œufs,
Donc ces œufs bio, plein air, qui seraient vendus sur des marchés, ils sont envoyés en casserie dans l'industrie agroalimentaire pour en faire ce qu'on appelle des ovoproduits. Donc c'est des produits à base d'œufs pour l'industrie agroalimentaire. Pourquoi on fait ça alors qu'ils sont contaminés à la salmonelle ? 60 à 80 degrés. Parce que la salmonelle disparaît lorsqu'elle est chauffée entre 60 et 80 degrés. Donc voilà, ça c'est un très bon exemple d'une norme qui est complètement hors sol. Ils ont beau faire toutes les contre-analyses, faire analyser leurs œufs, qu'on ne trouve pas la moindre trace de salmonelle, ils doivent se débarrasser de tout, on leur prend pour une bouchée de pain et ça enrichit quand même l'agroalimentaire. Est-ce qu'il y en a qui sont choqués d'être subventionnés par la PAC Alors ouais, moi j'ai pas vu un seul, enfin il n'y a aucun éleveur qui m'a dit je suis content de toucher la PAC. Et ils rêveraient tous de se débarrasser de toutes les subventions pour être payés, pour juste être rémunérés au prix qui permet de couvrir ses dépenses. Comme je te disais, beaucoup se sentent plus maîtres de rien. Ils sont chefs d'exploitation, ils prennent tous les risques financiers, avec tous les problèmes sanitaires qu'il peut y avoir, avec le climat pour ceux qui cultivent, etc. Mais ils ne peuvent pas y arriver. Concernant les subventions, il y a un chiffre qui est incroyable, qui vient d'études économie, la revue Économie rurale. En 35 ans, entre 1980 et 2015, les subventions ont été multipliées par 11. Le revenu des exploitations a diminué de 17%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'argent des subventions, il atterrit bien dans les fermes, mais il est aspiré immédiatement par l'amont et par l'aval. C'est quoi ? Alors l'amont, c'est tous ceux qui vendent du matériel agricole, qui vendent les bâtiments, qui vendent les tracteurs, qui vendent l'alimentation animale, qui, dès qu'il y a des subventions qui tombent, hop, et ils gonflent les prix, ou ils proposent plusieurs produits, ils étendent leur marché. Ils gonflent les prix ou ils suivent les prix de l'inflation. Oh, ils suivent les prix de l'inflation et puis après, quand c'est en déflation, les prix sont toujours hauts. Ça, c'est documenté dans mon livre sur la vente de tracteurs, notamment, qui ont fait au moment où les Français et les Européens bloquaient toutes les autoroutes, là, au début de l'année 2024, le fabricant Claas, allemand, il sabrait le champagne parce qu'il avait des bénéfices records qu'il n'avait jamais connus, quoi. Ça vient d'où l'information qui sabrait le champagne ? Je ne sais pas s'ils ont sabré le champagne, mais qu'ils ont annoncé des bénéfices records en grande pompe, ça c'était clair. Ouais. Et donc les subventions, ouais, ceux qui vendent aux agriculteurs en profitent pour monter les prix. Et ceux qui achètent, ils disent vous avez touché des subventions, donc vous pouvez faire un effort, etc. On n'est pas obligé de vous suivre, ça compense la perte quelque part. Et donc c'est pour ça que les subventions, elles tombent, mais en fait elles vont pas dans la poche des agriculteurs. Et ça c'est insupportable pour eux, parce qu'ils sont souvent accusés de dire écoutez, on vous donne plus de 9 milliards par an, c'est plus que le budget du ministère de l'Agriculture, et vous vous plaignez. Mais voilà, l'explication, c'est pas eux qui la touchent. J'ai vu passer sur Internet ouais. Le poulet jaune. Et le poulet jaune, ouais. Alors, on peut commencer par le poulet jaune. Alors, on peut commencer par le poulet jaune, ouais. Intégré clé en main. Non, mais c'est lié à ça, en fait. Parce qu'il faut comprendre que dans ces systèmes intégrés, en fait, l'éleveur, il est devenu un peu prestataire de service. Il n'est plus forcément maître chez lui. On lui impose des animaux, on lui impose des aliments, un cahier des charges, voilà, tel jour tu vas donner tant, il faut que tu fasses telle courbe de croissance, au bout de 32 jours, on te ramasse tes poulets, on voit ce que ça donne, et éventuellement on te les pénalise, et puis tu découvres combien t'es payé une fois qu'on te renvoie la facture. Et donc... Ils sont payés en général combien ces jours-là ? C'est très variable, je pourrais pas te donner une réponse comme ça, ce serait pas honnête de ma part. Mais en tout cas, un éleveur qui est en système intensif, vraiment, il travaille pour le numéro 1 de la volaille. Il m'a expliqué un truc, lui il a 2 bâtiments de poulets, un de poulet blanc et un de poulet jaune. Et il me dit, c'est exactement la même race. Au départ. À la base, c'est la même race, c'est la race Ross 308, c'est la plus connue dans cet élevage qui est capable de passer de 0 à 2 kg en 32 jours. Et alors, pourquoi il y en a des blancs et pourquoi il y en a des jaunes ? Eh bien, parce que les poulets jaunes, on leur fait avaler du colorant. Et en fait, il me montre sa fiche d'aliments. Effectivement, c'est une alimentation à base de maïs. Officiellement, les poulets jaunes, du Gers, etc., c'est des races particulières, mais ils sont jaunes parce qu'on les nourrit au maïs. Effectivement, sur sa fiche, le maïs, c'est le premier ingrédient de la liste. Mais il y a une petite rubrique en bas qui s'appelle colorant, où il y a 3 colorants différents. En faisant des recherches, notamment la lutéine, et il y en a 2 autres qui ont des noms beaucoup plus complexes à citer comme ça.
On se rend compte que c'est un colorant effectivement qui est utilisé pour teinter, renforcer le jaune de la chair et même le jaune des œufs. Et donc il me disait voilà, ça personne ne le sait, mais si mes poulets jaunes sont jaunes, c'est parce que je leur fais avaler du colorant dans mes bâtiments. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas besoin de parler de colorant sur la barquette, il n'y a pas de colorant dans le process industriel plus tard, dans le process agroalimentaire. Je leur fais avaler du colorant. Et donc, bon, ça pourrait être une anecdote voilà, rigolote sans plus, mais ce qu'il me dit, moi, je fais ça parce que l'abattoir me le demande et il y a des considérations marketing, le poulet jaune, il se vend mieux. Voilà, les gens ont l'impression que c'est un petit peu plus rustique. Mais pour moi, cet aliment avec des colorants, c'est une galère parce qu'en fait, systématiquement, mes animaux, ils le digèrent mal, il y a plus de fientes, je dois plus ventiler, je dois plus pailler, ça me coûte plus de temps, ça me coûte plus d'argent, alors qu'on me l'achète exactement au même prix que mes poulets blancs. Et donc, voilà, toutes les pratiques que j'ai découvertes et que je raconte dans mon enquête, c'est certes pour avertir le consommateur, mais c'est surtout pour dénoncer, enfin révéler plutôt la réalité de ce que vivent les agriculteurs à qui on impose énormément de choses. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément aussi maîtres chez eux que je pouvais l'imaginer avant, quoi.